la chirurgie en novembre 2021. C'était pour enlever la prostate. Alors, c'était une prostatectomie radicale. J'avais honte de parler au chirurgien du fait que j'étais gay, que j'étais inquiète sur le côté sexuel. Mon mari et moi trouvaient une autre façon d'être intime. Parce que moi, je me sentais un peu cassé. Plus de sperme, plus d'érection, c'est un deuil. L'après-cancer pour les gays, c'est ça. Ça doit être la même chose dans les couples hétérosexuels. J'étais bisexuelle avant mon cancer, mais pas non-binaire. C'était plus facile de se révéler après que j'avais les opérations qui étaient en lien avec le cancer. Donc, fait que j'avais les doubles mastectomies. Le cancer frappe sans discrimination. Carl Tremblay, des Cowboys fringants, mon père, Jane Fonda, l'écrivain Michel Tremblay, ma sœur Brigitte. Pourquoi serait-il vécu différemment par des personnes gays, lesbiennes, queer, non-binaires, transgenres? Les guéris ou la vie après le cancer. Épisode 4, la communauté LGBTQ2+. Marc Baudry est acadien de la Nouvelle-Écosse. C'est un bel homme musclé qui s'entraîne régulièrement au gym. Je le rencontre dans son magnifique penthouse à Laval avec vue sur la rivière des Prairies. Il est courtier immobilier et visiblement prospère. Toi, t'es gay, ouvertement gay. Oui, je suis ouvertement gay, puis ça fait 38 ans que je suis avec mon partenaire, Michael. En 2021, Marc a un cancer de la prostate. Il est soigné par un urologue. Dire ou ne pas dire, telle est la question. Parce que beaucoup de membres de la communauté LGBTQ2+, hésitent encore à parler de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre aux spécialistes qui traitent leur cancer. Je suis certain que la plupart des hommes qui passent à travers de la même chose que moi ont les mêmes inquiétudes sur le côté sexe. C'est pas nécessairement s'ils sont gays ou pas, mais c'est honteux d'en parler avec un urologue ou un chirurgien qui va te faire enlever la prostate. Il n'y a pas eu de discussion pour le suivi après et qu'est-ce qui serait possible sur le côté sexe. Moi, j'ai demandé quelques jours avant la chirurgie parce que tout d'un coup, j'ai réfléchi puis j'ai lu sur l'Internet les problèmes causés après la prostatectomie radicale. Alors, je lui ai posé la question. Puis c'est là ce qu'il m'a dit, je peux pas te garantir rien, mais probablement qu'il y a une 50% de chance que tu vas être OK sur le côté sexuel, 50% tu vas pas l'être. C'est là ce que je lui ai dit que j'étais gay. Avant ce moment-là, je voulais pas lui divulguer. Avec mon groupe que je parle avec, le groupe de support que j'ai sur Facebook, on se parle souvent que la majorité des gens gays ne parlent pas vraiment avec leur chirurgien. Et est-ce que tu sais pourquoi? À mon âge, là, 61, ça fait 38 ans que je suis avec mon conjoint. Mais en réalité, ça fait peut-être une dizaine, quinzaine d'années qu'on est vraiment ouvert avec notre environnement, puis que je dis que je suis marié avec un homme. Avant ça, j'ai toujours eu un peu de gêne et de honte. Notre génération, quand on était jeune, c'était pas vraiment accepté. Même si c'était pas illégal, c'était pas vraiment accepté. Je vous le souligne, Marc ne dit pas qu'il a été victime de discrimination pendant ses traitements. C'est plutôt que les personnes qui l'ont soigné semblaient ignorer les conséquences de ces traitements sur sa vie d'homme gay. Si une personne n'est pas gay, ils ne comprennent pas vraiment la vie d'un gay. Puis s'ils sont spécialistes médicaux, leur but, c'est de sauver la vie. Et j'apprécie vraiment ça, mais je pense pas vraiment leur but
et leur éducation et leur attention est vraiment pour qu'est-ce que la personne a vraiment besoin pour la vie après le cancer. Mais qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Ben, il ne comprend pas nécessairement, comme homme gay, qu'est ma vie sexuelle. Il ne connaît pas, il n'a pas posé de questions. Il ne m'a pas donné d'option pour dire, ben, si ta position dans le couple est top ou bottom, la différence entre les traitements de cancer de la prostate. Top ou bottom, ce sont des termes qui réfèrent au sexe anal. De façon très simplifiée, top, c'est l'actif, celui qui pénètre. Son orgasme vient principalement de la stimulation de son pénis. Bottom, c'est le passif, celui qui est pénétré, et son orgasme vient en partie de la stimulation de sa prostate. Évidemment, l'orgasme prostatique existe aussi chez les hétérosexuels. Et évidemment, les relations sexuelles des hommes gays sont très diversifiées. Certains se décrivent comme polyvalents, donc peuvent être top ou bottom. D'autres ne pratiquent pas le sexe anal du tout. Ça serait d'un spécialiste de poser les questions sans jugement. C'est juste dire qu'est-ce qu'est votre vie sexuelle parce que, tu sais, il va y avoir des changements. J'ai eu une conversation vraiment intéressante sur le vécu d'un homme gay avec plusieurs spécialistes en cancérologie de la Cité de la Santé à Laval. Et j'ai eu l'impression que ça les a fait réfléchir, douter même. Les docteurs Danny Duplan, Evangelia Theodosopoulos et Anne-Sophie Gauthier-Paré participaient à cette discussion. Ben, notre perception, en fait, est biaisée par notre pratique. Moi, je sais que quand je commence mon histoire de cas, quand je vois les patients, s'ils viennent avec quelqu'un, je vérifie qui est l'autre personne, pas commettre un impair. Mais quand les gens viennent tout seuls, je demande, vous savez, conjoint, je dis toujours les deux, pour pas qu'il y ait un malaise, quoi que ce soit. Je pense que c'est la base d'une histoire médicale, généralement, pour savoir c'est quoi le soutien que la personne a. Donc, j'ai pas l'impression de me fermer les yeux là, sur le sujet. Je pense que la question est posée. Mais vu ce témoignage-là, je pense que peut-être que dans la majorité du monde médical, ça n'est pas nécessairement. C'est pas non plus tout le monde qui est à l'aise de poser la question. Même dans ma clinique à moi, j'essaie, mais des fois, on est maladroit. On n'aborde pas le sujet comme il faut ou on pense dans notre tête qu'on va être un peu maladroit en abordant le sujet, donc on l'évite. Je suis pas du tout surprise à entendre ce commentaire-là. On disait que la consultation médicale, c'était comme une danse, là, le fameux tango. Là. C'est pour ça que des occasions comme ça de réfléchir sur la question de la sexualité de nos patients, c'est des occasions en ordre. Il faut toujours qu'on s'adapte parce qu'une question qu'on va poser à une personne, ça peut être presque perçu comme une offense, mais alors que si cette même question-là, on ne la pose pas à la personne d'après, bien, ça va être perçu comme si on était fermé. Alors, c'est ça, c'est juste de s'adapter puis de pratiquer nos pas de danse. Voilà. Geneviève Rail étudie les pratiques en santé d'un point de vue féministe et queer à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia à Montréal, où elle est professeure émérite distinguée. Elle se définit elle-même comme queer. Elle a participé à une étude sur l'expérience de 81 personnes de partout au Canada, toutes de sexe féminin assignées à la naissance. Lesbiennes, bisexuelles, queer, hommes transgenres. Elles avaient de 33 à 75 ans et elles avaient toutes été soignées pour un cancer du sein ou un cancer gynécologique. Pour beaucoup de ces personnes-là, elles ont fait des sorties de placard à répétition toute leur vie et c'est toujours compliqué. Il y a toujours des réactions qui sont négatives. Donc, elles arrivent en milieu de santé, elles ont extrêmement peur de l'homophobie ou de la lesbophobie. C'est non pas une expression de genre suffisamment stéréotypée comme une femme hétérosexuelle. Il y a une peur de ne pas avoir de soins appropriés si elles clament trop fort leur identité de genre ou leur expression de genre ou leur sexualité. Donc, pour beaucoup de ces femmes-là, il y a déjà dans les systèmes de santé un effacement structurel, un effacement institutionnel. Et pour beaucoup de ces femmes-là, il y a aussi un auto-effacement. Geneviève Rail ne met pas en doute la bonne foi du personnel médical.
Pour elle aussi, c'est une question de méconnaissance des multiples réalités de la communauté LGBTQ2+. Quand on regarde le système sous cet angle, c'est comme s'il était hétérosexuel par défaut. Je suis certaine que ces personnes-là pensent au bien du patient ou de la patiente. J'ai zéro doute. Ça se situe pas là. Dans les meilleurs cas, on va parler un peu à ces personnes-là, tout ça. Mais de là à aborder des sujets qui sont propres et qui sont importants pour les personnes trans, pour les personnes non-binaires, pour les personnes queer, pour les lesbiennes et tout ça, on n'est pas là. Par exemple, des hommes trans qui sont dans la non-binarité et qui, par exemple, peuvent avoir un cancer du sein ou encore peuvent avoir un cancer de l'utérus. On va s'imaginer que parce qu'ils sont trans, ils veulent sûrement être tout comme un homme. Donc, on va tout faire pour enlever l'utérus. Alors que pour certains hommes trans, ils se disent, ben moi, je suis avec ma copine ou je suis avec mon copain, on peut pas avoir d'enfant si moi, j'ai pas un utérus, alors je veux le garder. Là, c'est incompréhensible pour un médecin. Dans l'étude, les personnes interviewées nous disent, ben pourquoi c'est si difficile pour eux de comprendre ça? Parce que on est dans un monde où tout est binaire, et puis dans le système médical, tout est binaire. Tout est homme ou femme, et c'est difficile de concevoir la non-binarité. J'ai poursuivi la discussion avec les spécialistes en cancérologie de Laval. Dans votre formation, est-ce que c'est abordé, ces questions-là? Très, très, très peu. On est vieux. Nous avons un certain âge, donc... Mais pourtant, vous n'êtes pas si vieux que ça. Quel âge avez-vous? Oh, mon Dieu, c'est invasif. J'ai 43 ans, quand même. Ouais, mais ça remonte quand même. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans les 20 dernières années, quand même, au niveau de ce que la société est capable de discuter. En fait, les choses changent et rapidement. À partir de septembre 2024, le Collège des médecins du Québec offrira une formation de plusieurs heures préparée et donnée avec la participation des membres de la communauté LGBTQ2+. Dans les 4 facultés de médecine du Québec, les besoins de cette communauté font désormais partie du cursus obligatoire des étudiants. À l'Université de Sherbrooke, Ghislaine Houd, vice-doyenne adjointe de la faculté, me disait qu'il faudra quand même du temps pour que ces pratiques inclusives deviennent un réflexe naturel dans le système médical. Geneviève Rail a la même réflexion. Peut-être que je devrais parler plus du Québec parce que c'est la province qui me concerne puis qui m'intéresse le plus. Je pense qu'on a dépassé le stade où l'homophobie et la discrimination, disons, ouverte existent. Donc ça, c'est super. On a fait des avancées. Je pense qu'on est beaucoup plus ouvert aux personnes qui proviennent des minorités sexuelles. Surtout pour les gays et lesbiennes, les queers, jusqu'à un certain point. Pour les non-binaires et les trans, il reste encore beaucoup de travail à faire. Sur les conseils de son urologue, Marc Baudry subit en 2021 une ablation de la prostate. Ben, à cause de la prostatectomie radicale, on touche à peu près 50% des nerfs qui aident à avoir une érection. Ça a coupé le signal entre le cerveau et le pénis. Marc passe par toute une gamme de traitements, beaucoup d'émotions aussi, dans l'espoir de retrouver sa vie sexuelle d'avant, celle d'avant son cancer, dans l'espoir, en fait, d'avoir une érection. Le désir n'a jamais disparu. Ben, il a disparu depuis un bout de temps parce que j'étais vraiment déprimé et tout ça, mais le désir est là, mais il n'y a pas de réaction. Pour la première année et demie, j'essayais des injections, des pilules. Il y avait toutes sortes de choses que j'étais obligé d'essayer pour voir si le dommage était permanent. Mon docteur essayait toutes sortes de médicaments. Ben, pour moi, mon cocktail, c'était un implant. Les autres choses, rien ne fonctionnait. Bonjour à tous. Votre chirurgien et vous avez décidé de la mise en place d'un implant pénien pour traiter votre dysfonction érectile. Il s'agit, comme vous le savez, d'un traitement efficace. Il y a même des vidéos qui montrent comment ça fonctionne et tout ça. C'est vraiment une technologie qui est incroyable, mais c'est coûteux.
Il y a une liste d'attente dans le système public. Marc préfère payer 20 000 $ dans une clinique privée pour son implant pénien. Et il choisit un implant dit hydraulique. C'est 2 cylindres avec une pompe et il faut le pomper. Puis il y a un réservoir dans l'estomac qui est rempli de fluide qui fait pomper. C'est comme hydraulique, un système hydraulique qui fait aller le liquide. Puis ça fonctionne comment? Est-ce qu'il faut actionner la pompe? Ou... Oui, il faut. Puis c'est dans le scrotum. Puis après la chirurgie, comme pour 2-3 mois, j'avais tellement de douleur. C'était comme si mon corps voulait le rejeter. Tu sais, que c'est un implant. Aujourd'hui, je m'en aperçois pas. Mais ça fait 7 mois, puis c'est encore comme si c'est un objet mystérieux. Ça fait pas encore partie de moi. C'est pas naturel. Mais là, ça doit prendre une espèce de préparation avant. Ben, c'est ça. C'est pas comme qu'on dit naturel. C'est comme transactionnel. C'est pas émotionnel, c'est transactionnel. Le bénéfice, c'est que ça peut se faire n'importe quand. Faut pas que le désir soit Non, là. faut pas que c'est comme veux-tu? OK, clic, 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 c'est bon. Tu sais, on y va. C'est drôle d'une façon parce que c'est de même qu'on dit. Hein, en anglais, il dit erection on demand. Donc, érection sur demande. Sur demande, oui, c'est ça, oui. Que tu veux ou pas. OK. Quand un homme vieillit, ils veulent, mais ils peuvent pas. Alors, pour moi, c'est le contraire. Que je veux ou que je veux pas. Je peux. Okay. Mais pourquoi c'était si important pour vous? Je vais te dire, en réalité, la seule raison que je le ferais, ce serait pour Michael. Ce serait pas pour moi. Donc, c'est un geste d'amour? Je dirais 100%, oui. Ben, peut-être 95%, 5%. Il y a une petite partie, là, que... Je pense que c'est la même chose comme une femme qui perd ses seins. C'est comme une partie physique de elle qui disparaît. Il y a des femmes qui sont OK avec ça, mais il y en a d'autres, non, faut... Il faut remplacer, puis il faut physiquement une reconstruction. Tu m'as fait sentir mieux aussi, même en parlant. Je parle pour 1 heure de temps de qu'est-ce que j'ai passé à travers. Ça, c'est pas comme si c'est quelque chose qui s'arrive à tous les jours. Non, merci. OK, ben, ça me fait plaisir alors. Bruce Cameron aussi a eu un cancer de la prostate. C'était en 2015. Il a traversé l'épreuve avec son mari, Jean-Louis Sosa, qui a assisté à toutes les consultations. Jean-Louis, 81 ans aujourd'hui, et Bruce, 67 ans, forment un couple très uni. Il m'a épaulé d'une façon superbe. Puis ça, c'est l'amour pour moi. Ça, pour moi, ça cimenté, je crois. Son amour, notre amour entre deux. Parce que même si la relation sexuelle a changé, on est toujours ensemble, on est toujours là. Oui. Puis on a un soutien un vers l'autre très, très, très fort. Bruce subit les mêmes effets secondaires que Marc, mais choisit une autre solution, les injections. Il s'administre avec une seringue directement dans le pénis, un médicament qui fait affluer le sang et entraîne son érection. Mais les injections, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionnait, plus ou moins. Puis ça restait bandé, mais ça sentait comme un morceau de bois. Puis aussi le moment que, oh oui, je t'aime, on fait, oups, donne-moi 2 minutes, faut que j'aille, pic, OK, time. OK, on peut continuer, tout est bon maintenant. Puis ça faisait mal de le mettre à l'aiguille. Des fois, c'était comme, oui, ça marchait, mais ouch. Puis même si j'ai eu des moments de plaisir, orgasme, c'est comme... c'est pas les mêmes. C'est pas même. C'est pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. D'abord, il n'y a pas d'éjaculation. Puis j'ai remarqué que c'était un peu comme des chocs électriques. Okay. De plaisir. Un choc, c'est très intense, très bref, et puis après, rien. Dans ma tête, je sais que je vais vivre ma vie sexuellement autrement. Et ça, j'ai accepté. Mais il y a une façon toujours d'avoir une intimité. Je suis toujours déçu. C'est un deuil que je vais vivre avec longtemps parce que dans ma vie intime,
dans le jargon gay, je recevoir. C'est passif. Passif. Alors, ça serait un plaisir pour moi que j'ai plus. On ne peut pas remettre la prostate. Il n'y a rien qui peut aider ou changer ça. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté les injections et tout, parce que ça m'a donné comme un faux espoir que la vie va retourner comme c'était. Puis c'est pas le cas. Mon cancer est de retour. Mais une de mes réactions, j'ai vécu tout cela pour rien, parce que j'ai le cancer encore. C'est pas rationnel, mais c'est juste un côté émotionnel. Anessa Kimball a eu un diagnostic de cancer du sein droit en 2014. Yael avait 36 ans. J'utilise le pronom Yael parce qu'Anessa se définit aujourd'hui comme non-binaire. C'était un cancer qui était assez agressif. Ce qu'ils ont trouvé par la suite, c'était que j'avais la mutation génétique pour le cancer BRCA2. Et finalement, c'était comme c'est une mutation familiale, la famille de mon père qui l'avait. La mutation des gènes BRCA1 ou BRCA2 augmente le risque de cancer, et de beaucoup. Par exemple, les femmes porteuses ont environ 70 % de chances d'avoir un cancer du sein avant l'âge de 80 ans. Pour atténuer les risques de cancer, les spécialistes proposent à Anessa des chirurgies préventives. Il s'agit d'éliminer les foyers de cancer possibles. En 2 ans et demi, Yael est privée de son appareil reproducteur et de presque tous ses organes féminins. Ablation des ovaires et des trompes de Fallope, hystérectomie, mastectomie radicale des 2 seins, la première pour éradiquer son cancer, la deuxième à titre préventif. Anessa choisit des mastectomies à fini plat. Sa poitrine est complètement plate. Son cancer influence alors son identité sexuelle. Vous vous identifiez comme bisexuel et non-binaire. Oui. Mais est-ce que vous aviez cette identité-là avant votre cancer? J'étais bisexuelle avant mon cancer, mais pas non-binaire. Et c'est sûr que probablement le chemin que j'ai vécu, les opérations et tout ça, a quand même changé, pas juste littéralement, là, physiquement et hormonalement, ça c'est certain, mais aussi mentalement, je crois. Ma façon de se voir, de se comprendre. Pour mémoire, bisexuel, qui a des relations avec des personnes des 2 sexes. Non-binaire, qui ne s'identifie pas strictement comme un homme ou strictement comme une femme. Pourquoi est-ce que le cancer a amené cette transition-là? Je crois que c'est sûr que c'était plus facile de se révéler après que j'avais les opérations qui étaient en lien avec le cancer. Donc, fait que j'avais les doubles mastectomies. Ça m'a facilité parce que mes seins étaient toujours quelque chose que je n'ai pas tellement aimé autour de mon corps. Ça fait en sorte que c'était plus faisable. Après son cancer, Anessa affirme farouchement sa non-binarité. Yael change complètement sa garde-robe, garde ses cheveux très courts. À l'Université Laval, Yael insiste pour qu'on l'appelle prof et non pas professeur au féminin et revendique l'utilisation des pronoms non-binaires. Juste avoir des choses très, très banales comme mon pronom sur mon carte d'affaires en revenant. C'était quand même assez compliqué. C'est un pronom, là, on s'entend là-dessus, là, c'est respectueux, c'est un signal, c'est inclusif. L'avoir, c'est compliqué d'avoir, c'est comme, on n'est pas certain si tu peux faire ça. Si tu peux faire ça, ouais, c'est une carte d'affaires, c'est ma carte d'affaires. Je deviens de plus en plus guerrier. Je prends pas, là, on s'entend là, il faut que tu sois patient, des choses comme je dis. Non, j'ai pas besoin d'être patient pour être respecté. Sur sa carte d'identité, on peut lire Anessa L. Kimball, prof, V. Yael, prof titulaire en sciences politiques. Ça fait plus que 70 ans qu'on avait un département de sciences politiques avec des profs en relations internationales. C'était que des hommes, des profs titulaires. Donc, en 2021, j'étais devenu le premier non-homme pour atteindre ce niveau et ce rang-là.
j'étais sur les sites, les apps, des choses comme ça. Puis à un moment donné, j'avais une stratégie, comme si on sondait comme une population. Inspirée par ses recherches universitaires, Anessa tente une expérience très, très personnelle de rendez-vous amoureux. C'était dans une période de 4-5 mois que j'avais plus qu'une quarantaine des first dates. Là. C'était quand même une expérience de sciences sociales. À ce moment-là, est-ce que c'était des dates avec des hommes, avec des femmes ou avec les deux? Les deux. C'était avec les deux, oui. Okay. Oui. Est-ce que vous avez voulu ou est-ce que vous avez, par la force des choses, testé les réactions des hommes et des femmes au fait que vous aviez eu quand même une mastectomie totale? Ben, je crois que c'était beaucoup plus, je dirais, choquant pour les hommes que pour les femmes. Les femmes, ça les dérangeait pas du tout. Mais pour les hommes, souvent, là, c'était assez une façon pour moi de faire de la sélection. Surtout quand ils disaient des choses, ils sont comme extrêmement déçus. Oh, tu vas aller voir une opération, on va changer ça. Je suis comme, nope, block. Parce que je ne vais pas avoir une autre opération. Nope, pas du tout. Pour ces personnes-là, ils ne sont pas capables de croire être avec une personne qui n'a pas de seins. C'est une image qu'ils ont construite dans leur cerveau qui n'accorde pas avec la réalité qu'ils font face. Et donc, ils ne savent pas quoi faire. Pour les femmes, c'était pas nécessairement le fait que j'avais un corps qui est modifié. Là. C'était pas nécessairement quelque chose qui les décourageait. Et ça, j'ai trouvé ça assez génial. Hein? Je crois que... Anessa soulève une question largement débattue. Est-ce que la féminité est altérée quand on perd ses seins? Une question qui vaut, bien entendu, pour les hétérosexuels aussi. Je crois qu'il y a des personnes qui croient que je suis moins féminine que j'étais avant. Qu'il y a quelque chose qui m'a changé, puis je suis devenue de plus en plus masculinisée dans ma présentation, mes façons de faire. Dans sa vie après le cancer, Anessa s'est trouvée une étonnante communauté d'esprit avec les femmes trans. C'est difficile de l'expliquer, mais moi, j'en ai plein des amis qui sont les femmes trans parce qu'on partage un peu l'idée qu'on avait des moments dans notre chemin où l'idée d'être féminine s'est remise en question. Parce qu'on n'a pas d'essai les deux groupes. Anessa, qui n'a pas de sein à cause de son cancer, bien entendu, et les femmes trans, elles, qui se sentent femmes, même si elles ne développent pas de sein jusqu'à leur transition. Je me suis dit, c'est aussi des femmes pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de monde qui sont leurs alliés, qui parlent. J'ai réalisé que j'avais quand même un privilège, être prof à l'université, avoir un travail permanent, que j'étais quand même dans une position dans laquelle je peux être une personne qui est militante, qui vise à changer des choses. Quand Anessa regarde en arrière, toutes ses souffrances, ses transformations, ses combats de guerrière, Yael se rend compte que le cancer a profondément changé sa vie. On aimerait croire qu'on est plus sage, mais peut-être on est moins sage parce qu'on prend des risques. On dit j'accepte de faire des choses qui sont un peu complètement fous parce que je comprends qu'on n'a que cette vie-là. Et on ne peut pas attendre pour le voyage de nos rêves, le truc de nos rêves, parce que c'est pas que ça va pas arriver. Les guéris ou La vie après le cancer est une série produite par Le Devoir d'après une idée de la docteure Brigitte Rouleau. Monteur, Julien Forêt. Conseiller à la réalisation, Félix Deschaines. À l'éditorial, Valérie Duhem. Médecin conseil, la docteure Marie-André Fortin, radio-oncologue et directrice en cancérologie du CIS de Laval. Et moi, Marie-Paul Rouleau, journaliste et réalisatrice. Abonnez-vous au Fil du Devoir sur votre plateforme d'écoute préférée et n'hésitez pas à nous écrire à balado@ledevoir.com. Merci d'avoir été des nôtres.